Le matin s'installait lentement sur Montpellier, baignant la ville d'une lumière presque irréelle, comme si le monde lui-même retenait son souffle avant que la vérité n'éclate. Dans ce calme trompeur, chacun avançait encore avec ses certitudes fragiles, ignorant que tout allait basculer. L'enquête sur la mort de Fourneau semblait enfin atteindre un point de rupture, et derrière les silences accumulés, une réalité bien plus sombre se dessinait déjà. Dans un café encore presque désert, Alain Alphand fixait sa tasse sans vraiment la voir, perdu dans une spirale de pensée qui ne lui laissait aucun répit. Depuis des jours, il vivait avec cette sensation oppressante d'être condamné avant même d'avoir été jugé, comme si une force invisible s'acharnait à le désigner coupable. Chaque regard posé sur lui semblait chargé de suspicion. À ses côtés, Flore observait son visage marqué avec une inquiétude qu'elle ne parvenait plus à dissimuler. Elle tentait de rester forte, de lui offrir un semblant de stabilité, mais au fond d'elle-même, une peur sourde grandissait. Elle connaissait Alain, elle savait qu'il était incapable d'un tel acte, et pourtant, le doute du monde extérieur finissait par s'infiltrer jusque dans ses propres certitudes. Pendant ce temps, au commissariat, l'atmosphère était tendue, presque électrique. Alex Lévy avançait d'un pas déterminé dans les couloirs, les traits fermés, conscient que l'enquête venait de franchir un cap décisif. Les indices accumulés ne laissaient plus beaucoup de place à l'hésitation, et une évidence troublante s'imposait peu à peu, bousculant toutes les hypothèses initiales. C'est alors que tout s'accéléra. Aude arriva avec une équipe prête à intervenir, son regard ne laissant transparaître aucune hésitation. La décision était prise, sans éclat ni précipitation, mais avec une rigueur implacable, elle se dirigea vers le domicile d'Agathe, consciente que chaque seconde comptait désormais dans cette affaire qui avait déjà trop duré. Lorsque la porte s'ouvrit, le silence qui accueillit les policiers avait quelque chose de lourd, presque oppressant. Agathe se tenait là, figée, comme si elle avait pressenti cet instant depuis longtemps. Son regard trahissait une fatigue profonde, mais aussi une forme d'abandon, comme si lutter n'avait plus vraiment de sens. La perquisition commença immédiatement, méthodique, précise, chaque objet scruté avec attention. Les gestes des enquêteurs étaient calmes, presque mécaniques, mais derrière cette apparente maîtrise, la tension était palpable. Tout dans cet appartement semblait ordinaire, et pourtant, une vérité s'y cachait, prête à émerger au grand jour. Au même moment, ailleurs dans le commissariat, Valérie faisait irruption dans le bureau d'Alex, le visage marqué par une inquiétude qu'elle ne cherchait plus à masquer. Depuis la mort de son mari, elle vivait dans un état de confusion permanent, oscillant entre douleur et incompréhension, incapable de donner un sens à ce drame. Alex la regarda longuement avant de parler, mesurant le poids des mots qu'il s'apprêtait à prononcer. Il savait que ce qu'il allait révéler ne se limiterait pas à une simple avancée dans l'enquête, mais qu'il allait briser quelque chose de bien plus intime, de plus profond. Pourtant, il n'avait plus le choix. Dans un souffle maîtrisé, il lui annonça d'abord l'essentiel. Agathe venait d'être placée en garde à vue. Mais ce n'était qu'un début. Très vite, il enchaîna, laissant tomber une vérité qui résonna comme une déflagration silencieuse. Agathe n'était pas seulement une connaissance. Elle avait entretenu une liaison avec Fourneau. Le choc fut immédiat. Le visage de Valérie se figea, comme si son esprit refusait d'enregistrer ce qu'elle venait d'entendre. Pendant 20 ans, Agathe avait été une présence familière, presque rassurante, une amie sur laquelle elle pensait pouvoir compter. Et soudain, tout s'effondrait, laissant place à une trahison d'une brutalité insoutenable. Dans son regard, quelque chose se brisa définitivement. Les souvenirs qu'elle croyait solides se fissuraient les uns après les autres, révélant une réalité qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Chaque geste passé, chaque parole échangée avec Agathe prenait désormais un sens nouveau, plus sombre, plus cruel. Pendant ce temps, au lycée, une autre histoire suivait son cours, marquée elle aussi par une tension irréversible. Pablo tentait de rattraper Noura dans les couloirs, refusant d'accepter ce qui semblait déjà évident. Il cherchait des mots, une explication, quelque chose qui pourrait encore sauver ce qui restait entre eux. Mais Noura, elle, avançait sans se retourner. Son visage était fermé, déterminé, comme si elle avait déjà pris sa décision depuis longtemps. Derrière cette apparente froideur, une douleur immense se dissimulait, mais elle refusait désormais de la montrer. Elle ne voulait plus revivre les mêmes erreurs, ni s'accrocher à une relation qui l'avait trop blessée. Au commissariat, l'interrogatoire d'Agathe commença dans une atmosphère pesante. Face aux enquêteurs, elle semblait à la fois absente et étrangement lucide, comme si elle oscillait entre deux états. Lorsqu'elle évoqua sa relation avec Fourneau, sa voix se fit plus lente, presque fragile, comme si chaque mot réveillait un souvenir encore brûlant. Elle parla d'une histoire intense, imprévisible, quelque chose qui l'avait dépassée. Ce n'était pas une simple aventure, mais un lien qu'elle avait cru unique, irremplaçable.
Pendant quelques instants, elle sembla presque revivre ces moments, comme si le passé reprenait le dessus sur la réalité. Mais très vite, cette douceur laissa place à une tension plus sombre. Le souvenir de la rupture, de l'abandon, s'imposa avec violence. Fourneau avait pris ses distances, craignant que la vérité n'éclate, préférant préserver sa vie officielle plutôt que cette relation cachée. Et pour Agathe, ce choix avait été une blessure impossible à accepter. Dans ce mélange de douleur et de frustration, quelque chose s'était brisé en elle. Une faille profonde, silencieuse, qui avait lentement évolué jusqu'à devenir incontrôlable. Et à cet instant précis, les enquêteurs comprirent que ce qu'ils avaient en face d'eux dépassait largement une simple affaire criminelle. De retour auprès de Valérie, le silence s'installait, lourd, presque étouffant. Elle ne pleurait pas encore. Elle restait figée, comme suspendue entre deux réalités, incapable de choisir laquelle accepter. La femme qu'elle croyait connaître n'existait plus, et l'homme qu'elle avait aimé lui apparaissait désormais sous un jour inconnu. Alex, lui, observait cette chute intérieure avec une retenue professionnelle, mais au fond, il savait qu'aucune procédure, aucun protocole ne pouvait réellement préparer quelqu'un à une telle révélation. Ce qu'elle vivait dépassait le cadre de l'enquête. C'était une fracture intime, irréversible. Et tandis que la vérité commençait à émerger, lentement mais sûrement, chacun se retrouvait confronté à ses propres limites. Car dans cette affaire, il ne s'agissait plus seulement de découvrir un coupable. Il s'agissait de comprendre jusqu'où la jalousie, la trahison et la douleur pouvaient pousser un être humain. À ce moment-là, personne ne pouvait encore mesurer l'ampleur des conséquences à venir. Mais une chose était certaine, rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. Au commissariat, l'air semblait devenu plus dense, comme chargé d'une tension que personne ne pouvait ignorer. Face aux enquêteurs, Agathe restait immobile, les mains posées devant elle, le regard parfois fuyant, parfois étrangement déterminé. Elle ne cherchait plus réellement à se défendre, comme si une partie d'elle avait déjà accepté que tout était terminé. Les questions s'enchaînaient, précises, rigoureuses, mais c'était dans les silences que se jouait l'essentiel. Chaque pause, chaque respiration semblait porter un poids immense. Lorsqu'elle évoqua la fin de sa relation avec Fourneau, sa voix changea imperceptiblement, laissant apparaître une fissure émotionnelle qu'elle ne parvenait plus à contenir. Elle décrivit ce moment comme une chute brutale. Jusqu'alors, elle s'était accrochée à l'idée que leur histoire avait un sens, qu'elle finirait par trouver sa place dans la vie de cet homme. Mais lorsque Fourneau lui annonça que tout était terminé, qu'il aimait désormais Elisabeth Bastide, quelque chose en elle s'était effondré. Ce n'était pas seulement une rupture. C'était une humiliation, une sensation d'avoir été remplacée, effacée, niée dans ce qu'elle avait de plus intime. Cette blessure, d'abord contenue, avait lentement pris de l'ampleur, se transformant en une colère sourde, difficile à maîtriser, presque incontrôlable. Dans le bureau d'Alex, Valérie continuait d'encaisser les révélations, mais la réalité refusait encore de s'organiser clairement dans son esprit. Elle revoyait Agathe, ses conseils, ses paroles pleines de compassion, et soudain, tout lui apparaissait sous un angle totalement différent, presque insupportable. Elle comprenait désormais pourquoi Agathe l'avait poussée à quitter son mari. Ce n'était pas de la bienveillance. C'était une stratégie, une manière détournée de prendre sa place, de s'immiscer dans sa vie sans éveiller le moindre soupçon. Cette idée la frappa avec une violence particulière, comme une trahison qui dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Alex Lévy, lui, restait mesuré, conscient que chaque mot pouvait aggraver la douleur de Valérie. Mais il devait aller au bout. Il évoqua les éléments matériels, la présence du véhicule d'Agathe près du lieu du crime, les incohérences dans ses déclarations. Tout convergeait désormais vers une même conclusion. Pendant ce temps, au lycée, l'atmosphère était tout aussi lourde, mais d'une manière différente. Pablo ne parvenait pas à accepter le silence de Noura. Il la suivait du regard, cherchant une ouverture, un signe, quelque chose qui pourrait encore les relier. Mais Noura avançait comme si elle avait déjà tourné la page. Chaque pas qu'elle faisait était une affirmation silencieuse de sa décision. Elle ne voulait plus revenir en arrière, ne voulait plus revivre cette relation qui l'avait trop fait souffrir. Derrière cette détermination, pourtant, une douleur persistait, discrète mais profonde. Au commissariat, l'interrogatoire prenait une tournure plus directe. Les enquêteurs confrontèrent Agathe à l'ensemble des preuves. Elle ne nia pas. Au contraire, elle sembla presque soulagée que tout soit enfin posé clairement, comme si ce face-à-face avec la vérité lui offrait une forme de libération. Elle expliqua qu'elle s'était rendue chez Fourneau quelques jours avant sa mort, dans l'espoir de raviver quelque chose, de retrouver ce lien qu'elle croyait encore vivant. Mais elle s'était heurtée à un refus catégorique. Fourneau lui avait parlé d'Elisabeth, de ses sentiments, de son choix d'aller de l'avant.
Ce moment resta gravé en elle comme une scène irréversible. Elle se souvenait de chaque détail, de chaque mot, de cette sensation d'être réduite à rien. Et c'est là, dans cet instant précis, que tout avait basculé. La douleur avait laissé place à une colère froide, déterminée, presque lucide. De retour dans le bureau, Valérie ferma les yeux un instant, comme pour tenter de se protéger de ce flot d'informations. Elle comprenait désormais que sa vie reposait sur une illusion fragile. Son couple, son amitié avec Agathe, tout cela n'était qu'un équilibre précaire, prêt à s'effondrer à la moindre faille. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement de la douleur. C'était une forme de lucidité brutale. Elle réalisait que l'homme qu'elle avait aimé avait mené une double vie, et que la femme qu'elle considérait comme une amie avait été au cœur de cette trahison. Au même moment, dans la salle d'interrogatoire, Agathe semblait avoir franchi un cap. Son regard s'était stabilisé, sa voix était devenue plus posée. Comme si, en acceptant de raconter ce qui s'était passé, elle reprenait un certain contrôle sur son histoire, même si cela signifiait reconnaître l'irréparable. Elle évoqua alors ce qui s'était produit le soir du meurtre. Les mots sortaient lentement, mais sans hésitation. Elle décrivait une scène où les émotions avaient pris le dessus, où la colère, la jalousie et le sentiment d'abandon s'étaient mêlés jusqu'à former une impulsion qu'elle n'avait plus su contenir. Dans les couloirs du commissariat, la nouvelle commençait à circuler discrètement. L'enquête prenait une direction claire, et avec elle, une conséquence immédiate. Alain Alphand n'était plus au centre des soupçons. Cette information, encore non officielle, commençait déjà à alléger une tension qui pesait sur plusieurs personnes. Dehors, Flore regardait son téléphone, hésitant à appeler, à demander des nouvelles, à comprendre ce qui se passait réellement. Elle sentait que quelque chose était en train de changer, sans pouvoir encore en mesurer l'ampleur. Mais au fond d'elle, une intuition naissait, fragile, presque imperceptible. Dans le lycée, la rupture entre Noura et Pablo atteignait un point de non-retour. Les mots n'étaient plus nécessaires. Tout passait désormais par les regards, les silences, les gestes évités. Ce qui avait été une histoire pleine d'espoir se transformait en distance irréversible, marquant une transition douloureuse vers autre chose. Au commissariat, l'aveu semblait désormais inévitable. Agathe ne cherchait plus à contourner les faits. Elle avançait lentement vers une vérité qu'elle ne pouvait plus retenir. Et dans cette progression, quelque chose de troublant apparaissait, une forme de cohérence interne, comme si, pour elle, tout cela avait fini par devenir inéluctable. Alex, observant la scène à distance, comprenait que l'enquête touchait à son point culminant. Mais au-delà de la résolution du crime, ce qui se révélait était bien plus profond. Une histoire de passion destructrice, de choix irréversibles, de sentiments poussés à l'extrême. À cet instant précis, chacun était encore suspendu à ce qui allait suivre. Mais une chose devenait évidente, la vérité était sur le point d'éclater complètement, et avec elle, toutes les conséquences qu'elle entraînerait. Et lorsque cette vérité serait enfin dite, elle ne laisserait personne indemne. À mesure que les minutes s'écoulaient, la tension dans la salle d'interrogatoire devenait presque palpable, comme si l'air lui-même refusait de circuler librement. Agathe semblait désormais arriver à un point de non-retour, là où les silences ne servent plus à se protéger, mais seulement à retarder l'inévitable. Son regard, autrefois fuyant, s'était stabilisé, presque apaisé d'une manière troublante. Face à elle, les enquêteurs ne relâchaient pas leur attention. Chaque détail comptait, chaque nuance pouvait faire basculer l'ensemble du dossier. Mais au fond, ils savaient déjà que l'essentiel n'était plus dans les preuves matérielles. Il se trouvait désormais dans les mots qu'elle s'apprêtait à prononcer, dans cette vérité qu'elle portait depuis trop longtemps. C'est alors qu'elle franchit enfin la ligne invisible qu'elle s'était elle-même imposée. Sa voix, d'abord hésitante, se fit plus claire, presque détachée, comme si elle racontait une histoire qui ne lui appartenait plus tout à fait. Elle avoua avoir tué Fourneau. Sans détour, sans tentative de justification immédiate, simplement comme un fait brut, irréversible. Dans ce moment suspendu, tout sembla s'arrêter. Les stylos cessèrent de bouger, les regards se figèrent, et le silence prit une dimension presque irréelle. Cet aveu, attendu mais redouté, venait de transformer définitivement l'affaire. Il ne s'agissait plus de soupçons ou d'hypothèses. La vérité venait d'être posée, nette, incontestable. Elle poursuivit, décrivant avec une précision déroutante les instants qui avaient précédé le geste fatal. Elle expliqua comment la colère avait pris le dessus, comment la jalousie s'était imposée comme une évidence impossible à ignorer. L'image de Elisabeth Bastide revenait sans cesse dans son récit, comme un déclencheur silencieux de sa chute. Pour elle, ce n'était pas seulement une rivalité. C'était une humiliation supplémentaire, une preuve que tout ce qu'elle avait vécu avec Fourneau pouvait être effacé du jour au lendemain. Cette idée avait lentement nourri une obsession,
transformant la douleur en une force destructrice qu'elle ne parvenait plus à contenir. Elle raconta alors le moment précis où tout avait basculé. Cette visite chez Fourneau, cette confrontation finale, ce refus catégorique qui avait anéanti ses derniers espoirs. Elle avait tenté de négocier, de s'accrocher, mais face à elle, il n'y avait plus qu'un homme décidé à tourner la page, sans un regard en arrière. Ce rejet, vécu comme une trahison absolue, avait déclenché quelque chose de plus profond qu'une simple colère. Une sensation de vide, suivie d'une montée brutale d'émotions incontrôlables. Et dans cet instant de bascule, elle avait agi, sans réellement penser aux conséquences, sans mesurer l'ampleur de son geste. Dans le bureau d'Alex Lévy, la nouvelle de l'aveu arriva rapidement, mais il ne la partagea pas immédiatement avec Valérie. Il la regardait, cherchant le bon moment, la bonne manière de lui annoncer ce qui allait définitivement briser les derniers fragments de son monde. Valérie, de son côté, semblait déjà au bord de la rupture. Ses pensées tournaient en boucle, revisitant chaque souvenir, chaque instant passé avec son mari et avec Agathe. Elle tentait de reconstruire une chronologie, de comprendre comment elle avait pu ne rien voir, ne rien deviner. Lorsqu'Alex finit par lui annoncer l'aveu, le choc fut silencieux, mais d'une violence extrême. Aucun cri, aucune réaction immédiate, seulement un effondrement intérieur qui se lisait dans ses yeux. La femme qu'elle considérait comme une amie venait de tuer l'homme qu'elle aimait, et cette réalité dépassait tout ce qu'elle pouvait supporter. Elle recula légèrement, comme si l'espace autour d'elle devenait soudain trop étroit. Elle ne pleurait toujours pas, mais quelque chose en elle venait de se briser définitivement, laissant place à une douleur froide, presque irréelle. Une douleur qui ne trouvait pas encore de forme, ni de mots. Au même moment, dans les couloirs du commissariat, l'information se répandait peu à peu, atteignant ceux qui attendaient depuis des jours un dénouement. Parmi eux, Baker accueillit la nouvelle avec un mélange de soulagement et de gravité. L'affaire avançait enfin, mais à quel prix? La conséquence la plus immédiate de cet aveu était claire, Alain Alphand était désormais totalement hors de cause. Cette évidence, qui aurait dû apporter une simple satisfaction professionnelle, prenait une dimension bien plus humaine pour ceux qui le connaissaient. Lorsque la confirmation officielle arriva, Alain eut du mal à y croire. Pendant des jours, il avait vécu sous la menace d'une accusation lourde, se préparant presque à l'injustice. Et soudain, tout s'effaçait. Mais ce soulagement, aussi intense soit-il, ne pouvait effacer complètement les traces laissées par cette épreuve. À ses côtés, Flore ne parvint pas à contenir ses émotions. Les larmes qu'elle retenait depuis si longtemps finirent par couler, libérant une tension accumulée jour après jour. Elle se jeta dans ses bras, comme pour s'assurer qu'il était bien là, qu'il n'allait pas lui être arraché. Ce moment, pourtant profondément intime, portait encore les traces de la peur passée. Car même si la vérité venait d'éclater, les blessures, elles, mettraient du temps à cicatriser. Et dans leur regard, on pouvait lire cette conscience que rien ne serait plus jamais totalement comme avant. Pendant ce temps, dans un autre registre, la situation entre Noura et Pablo atteignait son point de rupture définitif. Noura, les yeux embués mais déterminée, récupérait ses affaires sans un mot inutile, refusant de se laisser entraîner dans une nouvelle discussion sans issue. Chaque objet qu'elle prenait semblait chargé de souvenirs, mais elle ne s'autorisait plus à les regarder. Elle avançait mécaniquement, comme si elle suivait un chemin déjà tracé. Et lorsqu'elle sortit enfin, elle laissa derrière elle bien plus qu'une simple relation. Elle laissait une partie d'elle-même. Pablo, lui, restait figé, incapable de réagir comme il l'aurait voulu. Il comprenait trop tard l'ampleur de ses erreurs, mais ce constat ne suffisait plus à réparer ce qui avait été brisé. Il se retrouvait face à un vide qu'il n'avait pas anticipé, un silence qui remplaçait tout ce qu'ils avaient partagé. Au commissariat, Agathe avait terminé son récit. Elle semblait vidée, mais étrangement calme, comme si l'aveu avait allégé un poids devenu insupportable. Pourtant, ce calme n'était pas une paix. C'était plutôt l'acceptation d'un point final, d'une réalité qu'elle ne pouvait plus fuir. Les enquêteurs, eux, prenaient note, conscients d'avoir franchi une étape décisive. Mais au-delà du dossier, ce qui restait, c'était une histoire profondément humaine, marquée par des émotions extrêmes, des choix irréversibles et des conséquences qui allaient continuer à se faire sentir bien au-delà de cette salle. À ce moment-là, tout semblait enfin clair. Et pourtant, chacun savait que les répercussions de cette vérité ne faisaient que commencer. Dans les heures qui suivirent les aveux, le commissariat retrouva une activité presque normale en apparence, mais quelque chose avait profondément changé. L'affaire n'était plus une énigme à résoudre, mais une tragédie à accepter. Alex Lévy observait les rapports s'accumuler sur son bureau, conscient que derrière chaque ligne administrative se cachait une histoire humaine brisée. L'aveu de Agathe avait clarifié les faits,
mais il avait aussi ouvert une série de conséquences émotionnelles difficiles à contenir. Pour les enquêteurs, il s'agissait désormais de finaliser la procédure, de verrouiller chaque détail. Mais pour ceux qui étaient liés à cette affaire, la vérité était loin d'apporter une forme de paix. Dans une salle à part, Agathe attendait, seule, plongée dans un silence qui semblait désormais définitif. Elle ne cherchait plus à se justifier, ni à revenir sur ce qu'elle avait dit. Son regard s'était vidé de toute agitation, comme si elle avait atteint un point où même la culpabilité devenait abstraite. Elle savait que sa vie venait de basculer, et pourtant, elle ne montrait plus aucune résistance. Pendant ce temps, Valérie errait dans les couloirs du commissariat, incapable de rester en place. Chaque mur, chaque porte lui semblait étranger, comme si elle évoluait dans un espace qui ne lui appartenait plus. Elle n'avait toujours pas pleuré. La douleur restait enfermée, compacte, presque figée. Elle repensait sans cesse à ces années passées aux côtés de son mari, à ces moments qu'elle croyait sincères. Désormais, tout était contaminé par le doute. Elle ne savait plus ce qui avait été réel et ce qui ne l'avait jamais été. Cette incertitude la rongeait plus encore que la trahison elle-même. Lorsqu'elle croisa à nouveau Alex Lévy, leurs regards se rencontrèrent brièvement. Il n'y avait rien à ajouter, rien à expliquer davantage. Tout avait déjà été dit. Et dans ce silence partagé, une forme de compréhension tacite s'installait. Certaines vérités sont impossibles à adoucir. Dans un autre bureau, la nouvelle de la mise hors de cause de Alain Alphand était désormais officielle. Les documents étaient signés, les procédures clôturées. Sur le papier, tout était clair. Mais pour Alain, cette reconnaissance tardive ne suffisait pas à effacer les jours d'angoisse qu'il venait de traverser. Assis face à son avocat, il tentait encore de mesurer ce qui lui arrivait. Il avait été suspecté, observé, presque jugé sans preuve définitive. Et même si la vérité venait de le libérer, une part de lui restait marquée par cette expérience. Il savait que le regard des autres mettrait du temps à changer complètement. À ses côtés, Flore restait silencieuse, mais sa présence était plus forte que n'importe quel mot. Elle avait douté du monde, jamais de lui. Et maintenant que tout était terminé, elle ressentait à la fois un immense soulagement et une fatigue émotionnelle difficile à exprimer. Pendant ce temps, au lycée, la rupture entre Noura et Pablo prenait une dimension encore plus concrète. Noura s'était rendue chez lui pour récupérer ses dernières affaires, mais ce geste simple était chargé d'une intensité particulière. Chaque objet devenait un symbole de ce qu'ils avaient perdu. Elle avançait dans la pièce avec lenteur, évitant de croiser le regard de Pablo. Elle ne voulait pas replonger dans une discussion qui ne ferait que rouvrir des blessures. Son silence n'était pas de l'indifférence, mais une forme de protection, une manière de ne pas céder à une émotion qu'elle ne se sentait plus capable de gérer. Lorsqu'elle trouva l'album photo, elle resta immobile un instant. Les images qu'il contenait racontaient une histoire différente, une version d'eux qu'elle ne reconnaissait plus vraiment. Cette confrontation avec le passé fut brève, mais suffisante pour raviver une douleur qu'elle tentait d'enfouir. Sans hésiter davantage, elle referma l'album et, dans un geste à la fois simple et brutal, le jeta à la poubelle. Ce n'était pas seulement un objet qu'elle abandonnait. C'était une manière de tourner définitivement la page, de refuser que ses souvenirs continuent à la retenir dans une relation qui n'avait plus d'avenir. Pablo, témoin de cette scène, resta sans réaction immédiate. Il comprenait ce que ce geste signifiait, mais il ne trouvait pas les mots pour y répondre. Il se sentait dépassé, pris de court par une situation qu'il n'avait pas su anticiper. Et dans ce silence, il mesurait enfin l'ampleur de ce qu'il avait perdu. De retour au commissariat, les discussions entre collègues reprenaient, mais sur un ton différent. L'affaire Fourneau, qui avait mobilisé tant d'énergie, touchait à sa fin. Baker échangeait avec ses équipes, satisfait de voir l'enquête aboutir, mais conscient que chaque résolution de ce type laisse des traces. Il évoqua notamment le cas d'Alain, soulignant l'importance de ne pas se précipiter dans les conclusions. Cette affaire avait rappelé à tous que les apparences peuvent être trompeuses, et que la vérité demande parfois du temps pour émerger. Un rappel nécessaire, dans un métier où chaque erreur peut avoir des conséquences lourdes. Dans une autre pièce, Clément laissait apparaître un soulagement qu'il n'avait pas cherché à cacher. Il allait pouvoir retrouver son ami Alain sans cette tension constante, sans cette inquiétude silencieuse qui s'était installée entre eux. Ce simple fait suffisait à alléger considérablement son esprit. Pendant ce temps, une autre tension persistait en arrière-plan. La relation conflictuelle entre Clara et Salomé ne faisait que s'intensifier. Derrière des échanges apparemment anodins, une menace implicite se dessinait, comme une ligne de fracture prête à céder à tout moment. Clara, consciente de l'effet qu'elle pouvait produire, jouait sur cette ambiguïté, laissant planer une forme d'intimidation difficile à ignorer.
Salomé, de son côté, refusait de céder, affirmant une résistance qui cachait elle aussi une certaine fragilité. Ce face-à-face silencieux annonçait déjà de futurs affrontements. Alors que la journée avançait, chacun tentait de reprendre le cours de sa vie, mais rien n'était vraiment comme avant. L'aveu d'Agathe avait apporté des réponses, mais il avait aussi laissé derrière lui une série de fractures invisibles, que le temps seul pourrait peut-être atténuer. Et dans ce nouvel équilibre fragile, une question persistait, silencieuse mais omniprésente: comment continuer après une vérité qui a tout détruit sur son passage? La journée semblait s'étirer dans une lenteur inhabituelle, comme si chacun avait besoin de temps pour intégrer ce qui venait de se produire. Au commissariat, les dossiers étaient progressivement classés, les procédures finalisées, mais derrière cette organisation méthodique, les esprits restaient marqués par l'intensité des révélations. Alex Lévy, lui, ne parvenait pas encore à se détacher totalement de l'affaire. Assis à son bureau, il relisait les déclarations d'Agathe, comme pour s'assurer que tout était bien cohérent, que rien n'avait été laissé au hasard. Pourtant, au fond, il savait que ce qu'il venait de vivre dépassait le cadre d'une simple enquête. Il s'agissait d'une plongée dans les zones les plus sombres de l'âme humaine. Agathe, de son côté, avait été transférée dans une cellule provisoire. L'isolement dans lequel elle se retrouvait désormais n'avait rien de comparable avec les heures passées en garde à vue. Là, il n'y avait plus de questions, plus de regards, seulement le silence et ses propres pensées, qui revenaient en boucle sans lui laisser de répit. Elle revivait chaque instant, chaque mot échangé avec Fourneau, chaque détail de cette relation qui avait fini par la détruire. Et dans ce face-à-face avec elle-même, elle ne cherchait plus à se convaincre qu'elle avait agi sous l'emprise d'une émotion passagère. Elle savait que ce qu'elle avait fait était irréversible. Pendant ce temps, Valérie avait quitté le commissariat sans vraiment savoir où aller. Elle marchait sans direction précise, comme guidée uniquement par le besoin de s'éloigner de ce lieu chargé de vérité. La ville autour d'elle continuait de vivre normalement, indifférente à ce qu'elle venait de traverser. Chaque visage croisé lui semblait étranger, chaque bruit trop fort, trop présent. Elle avait l'impression d'être décalée, comme si elle ne faisait plus partie du même monde. Dans son esprit, les images se superposaient. Fourneau, Agathe, les souvenirs heureux, les mensonges, tout s'entremêlait sans qu'elle parvienne à remettre de l'ordre. Ce n'est qu'en s'arrêtant, presque par hasard, qu'elle prit conscience de l'épuisement qui la gagnait. Elle ne pleurait toujours pas, mais ce blocage émotionnel n'était qu'une façade fragile, prête à céder à tout moment. Elle savait que lorsque les larmes viendraient, elles seraient impossibles à contenir. Au même moment, dans un cadre plus apaisé, Alain Alphand tentait de retrouver un semblant de normalité. Assis face à Florent, il écoutait les dernières explications concernant l'abandon des poursuites. Tout était désormais officiel. Il était libre, totalement innocenté. Pourtant, ce mot, libre, lui paraissait encore abstrait. Il avait du mal à se projeter au-delà de ces derniers jours, comme si son esprit restait bloqué dans cette période où tout pouvait s'effondrer. La peur, même disparue, laissait derrière elle une trace persistante, difficile à effacer. Lorsque Flore le rejoignit, le regard qu'elle posa sur lui était chargé d'une émotion profonde, mêlant soulagement et fatigue. Elle n'avait jamais cessé de croire en lui, mais cette épreuve avait laissé des marques qu'elle ne pouvait ignorer. Elle s'approcha sans un mot et le prit dans ses bras. Ce geste simple suffisait à traduire tout ce qu'ils avaient traversé. Ils n'avaient pas besoin de parler. Leur silence était habité par une compréhension mutuelle, une conscience partagée que ce qu'ils venaient de vivre les avait transformés, d'une manière qu'ils ne pouvaient pas encore totalement mesurer. Dans un autre registre, la situation entre Noura et Pablo continuait de produire ses effets. Après le départ de Noura, Pablo se retrouva seul face à un vide qu'il n'avait pas anticipé. L'appartement, autrefois rempli de souvenirs communs, lui paraissait désormais froid, presque étranger. Il errait d'une pièce à l'autre, incapable de se fixer, cherchant inconsciemment une trace de ce qu'ils avaient été. Mais tout semblait avoir perdu sa signification. Il comprenait, avec une lucidité tardive, que certaines erreurs ne peuvent pas être réparées, que certaines ruptures sont définitives. Lorsque Sabine tenta de le rassurer, il eut du mal à l'écouter réellement. Ses mots lui parvenaient comme étouffés, sans réussir à atteindre la partie de lui qui était en train de s'effondrer. Il se sentait coupable, incapable de revenir en arrière, prisonnier de ses propres choix. Sabine, consciente de cet état, tenta de lui proposer une distraction, quelque chose de simple, un film, un moment partagé. Elle savait que cela ne suffirait pas à effacer la douleur, mais c'était une manière de ne pas le laisser seul face à lui-même, de lui offrir un répit, même temporaire. Au commissariat, une fois l'agitation retombée, les discussions prenaient un ton plus réfléchi. Baker évoquait les enseignements de cette affaire,
insistant sur la nécessité de garder une distance face aux évidences apparentes. Cette enquête avait montré à quel point la vérité peut être complexe, dissimulée derrière des couches d'apparence trompeuses. Dans ce contexte, le nom d'Alain revenait souvent, non plus comme un suspect, mais comme un rappel de ce qui aurait pu être une erreur judiciaire. Cette prise de conscience renforçait chez chacun une forme de vigilance, une volonté de ne pas reproduire les mêmes mécanismes à l'avenir. Pendant ce temps, Valérie, toujours seule, atteignait enfin un point de rupture émotionnelle. Assise sur un banc, elle sentit les larmes monter sans pouvoir les retenir. Ce n'était plus seulement la trahison, ni même la mort de son mari. C'était l'ensemble de sa vie qui semblait s'effondrer d'un seul coup. Les larmes coulaient sans interruption, libérant une douleur longtemps contenue. Dans cet instant de vulnérabilité totale, elle comprenait que rien ne pourrait jamais redevenir comme avant. Et pourtant, au milieu de cette détresse, une forme de lucidité apparaissait, fragile mais réelle. Elle savait qu'elle devrait continuer, reconstruire, donner un sens à ce qui venait de se produire. Mais pour l'instant, elle n'en avait pas la force. Elle restait là, immobile, laissant la douleur s'exprimer sans chercher à la contrôler. Au commissariat, la nuit commençait à tomber, apportant avec elle une accalmie relative. Mais cette tranquillité n'était qu'apparente. Car derrière les dossiers clos, derrière les procédures terminées, les conséquences humaines continuaient de se déployer, silencieuses mais profondes. Et dans ce calme retrouvé, chacun portait en lui une part de cette histoire, comme une trace invisible, prête à ressurgir au moment le plus inattendu. La nuit s'était installée sur Montpellier avec une douceur trompeuse, comme si la ville cherchait à apaiser les tensions invisibles qui continuaient de circuler entre ses habitants. Pourtant, derrière ce calme apparent, les conséquences de la vérité révélée poursuivaient leur chemin, silencieuses mais implacables, laissant chacun face à lui-même. Au commissariat, les lumières restaient allumées dans quelques bureaux encore occupés. Alex Lévy était toujours là, incapable de quitter complètement cette affaire qui avait marqué bien plus que son quotidien professionnel. Il regardait les derniers éléments du dossier, mais son esprit s'éloignait déjà vers ce que cette enquête avait mis en lumière. Ce n'était pas seulement un crime résolu. C'était une démonstration brutale de la fragilité des relations humaines, de la manière dont un sentiment peut évoluer, se transformer, puis déraper jusqu'à devenir destructeur. Cette réflexion le suivait, persistante, comme une leçon qu'il ne pouvait ignorer. Dans sa cellule, Agathe restait assise, immobile, plongée dans une solitude totale. L'agitation de la journée avait laissé place à un silence presque oppressant. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus rien à dire, plus rien à expliquer. Tout avait été prononcé, tout avait été entendu. Ce face-à-face avec elle-même était sans doute le moment le plus difficile. Il n'y avait plus de distraction, plus d'illusion possible. Seulement la réalité brute de ses actes. Elle repensait à ce qu'elle avait ressenti, à cette jalousie qui l'avait consumée, et à ce point précis où elle avait cessé de contrôler ses émotions. Elle comprenait désormais que ce qu'elle avait vécu comme une injustice personnelle n'était, en réalité, qu'une perception déformée par la douleur. Mais cette prise de conscience arrivait trop tard. Rien ne pouvait effacer ce qu'elle avait fait, ni réparer ce qui avait été détruit. Pendant ce temps, Valérie avait fini par rentrer chez elle, mais cet endroit ne représentait plus le refuge qu'il avait été autrefois. Chaque pièce, chaque objet portait désormais une charge émotionnelle différente, comme si la maison elle-même avait changé de nature. Elle avançait lentement, presque avec précaution, comme si elle redécouvrait cet espace familier sous un angle nouveau. Les souvenirs s'imposaient à elle sans qu'elle puisse les contrôler, et avec eux, cette sensation persistante d'avoir vécu dans une illusion. Elle s'arrêta un instant, fixant un détail insignifiant, un objet du quotidien, et comprit que sa vie venait de se fracturer en deux. Il y aurait désormais un avant et un après. Et entre les deux, un événement qu'elle ne pourrait jamais effacer. Dans un autre lieu, plus apaisé en apparence, Alain Alphand retrouvait peu à peu le goût d'une vie normale. Assis à l'extérieur, respirant l'air du soir, il prenait conscience de ce qu'il venait d'éviter. Cette expérience l'avait confronté à une peur profonde, celle de perdre tout ce qui comptait pour lui. À ses côtés, Flore restait proche, sans chercher à combler les silences. Elle savait que certains sentiments ne peuvent pas être exprimés immédiatement, qu'ils ont besoin de temps pour se transformer en quelque chose de compréhensible. Leur lien, pourtant, semblait renforcé par cette épreuve. Ils n'avaient pas besoin de se rassurer. Leur simple présence suffisait. Et dans ce calme retrouvé, une forme de gratitude s'installait, discrète mais réelle. La conscience d'avoir traversé quelque chose de difficile, et d'en être sortis ensemble. Pendant ce temps, Pablo faisait face à une réalité plus brutale. La rupture avec Noura n'était plus une possibilité, mais un fait établi.
Le silence qui remplissait désormais son quotidien était plus lourd que n'importe quelle dispute. Il repensait à leurs derniers échanges, à ce qu'il aurait pu dire ou faire différemment. Mais ses réflexions ne changeaient rien. Elles ne faisaient que renforcer ce sentiment d'impuissance, cette impression d'avoir laissé passer quelque chose d'important sans en mesurer la valeur. Noura, de son côté, tentait de se reconstruire à sa manière. Entourée de sa famille, elle cherchait un équilibre, une distance qui lui permettrait de ne pas replonger dans cette relation. Elle avançait avec détermination, même si chaque pas demandait un effort considérable. Son geste, celui de jeter l'album, n'était pas un simple acte de colère. C'était une décision consciente, une manière de reprendre le contrôle sur son histoire, de ne pas laisser le passé dicter son avenir. Mais malgré cette force apparente, une part d'elle restait marquée par ce qu'elle venait de vivre. Au commissariat, Baker faisait un dernier tour des bureaux avant de partir. Il échangea quelques mots avec ses collègues, évoquant l'importance de cette affaire, mais aussi la nécessité de passer à autre chose. Dans ce métier, chaque histoire laisse une trace, mais il faut savoir avancer. Pourtant, au fond de lui, il savait que certaines affaires restent plus longtemps que d'autres. Celle-ci en faisait partie. Elle avait touché à des aspects profondément humains, difficiles à oublier. Et même si le dossier était clos, son impact continuerait de se faire sentir. Dans l'ombre, d'autres tensions restaient en suspens. Le conflit latent entre Clara et Salomé n'avait pas disparu. Il s'était simplement mis en pause, attendant le moment opportun pour ressurgir. Cette confrontation, encore incomplète, laissait entrevoir de nouveaux développements, de nouvelles fractures prêtes à émerger. Comme si, même après la résolution d'un drame, d'autres histoires continuaient de se préparer dans l'ombre. À ce moment-là, chacun poursuivait sa route, portant en lui les conséquences de cette vérité dévoilée. Certains trouvaient un début d'apaisement, d'autres restaient plongés dans l'incertitude. Mais tous partageaient une même expérience, celle d'avoir été confrontés à une réalité qui dépasse les apparences. Et alors que la nuit enveloppait définitivement la ville, une évidence s'imposait, silencieuse mais indéniable. La vérité, une fois révélée, ne met jamais vraiment fin à l'histoire. Elle ne fait que marquer le début de ce qui vient après.